Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corélus. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre qui a été conseillé par ma libraire pour le cercle de lecture. Il s'agit de Après le silence de Didier Castineau. Il est paru cet été, disons pour la rentrée littéraire aux éditions Liana Lévy. Je dois dire que la couverture ne me plaît pas vraiment. Je crois que si j'avais dû choisir ce livre moi-même dans la librairie, je ne l'aurais pas choisi, car elle ne m'attire pas du tout. Elle me faisait songer à un roman social où il ne serait question que du monde ouvrier. Et d'ailleurs, en commençant ce livre, j'avais peur de m'ennuyer. Et non. Non, du tout, au contraire. Comme quoi, faut pas toujours se fier à la couverture ou au ressenti de la couverture. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai été emportée par la lecture. C'est un dialogue entre un père et son dernier fils, ou plutôt un monologue, et il lui parle de sa vie. Bien sûr, dans sa vie est omniprésente l'usine, d'où la couverture. Et les 40 premières pages parlent effectivement de l'usine. Et d'ailleurs, en lisant, je me disais, mais le livre est long, il va parler de l'usine tout le temps, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Et non, finalement, au bout de 40 pages, il aborde d'autres thèmes, l'amour, les vacances en famille. Et, euh, et donc, non, c'est très intéressant. Parce que on est vraiment entraîné par le rythme des phrases. Là, l'auteur a très bien réussi son coup, car il est très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé le rythme. Bon, en tout cas, le rythme me correspondait. Et, et d'ailleurs, dans ses réflexions sur l'amour, dire sur l'amour que le père a connu durant son enfance, il y a une phrase qui m'a marquée. Tu sais, l'amour, c'était un peu comme l'école. Y penser, c'est perdre son temps. Je ne le vois pas vraiment dans ce rez-de-chaussée humide. D'ailleurs, je ne le recherche jamais vraiment. Je me dis que ma mère m'aime, mon père aussi, mais que l'amour n'est pas essentiel dans nos vies. Que comme l'école, il existe chez les uns, un peu moins chez d'autres, et pas du tout pour certains. Et j'en viens à me dire, mais sans trop m'arrêter là-dessus, que ceux qui vont à l'école connaissent l'amour comme une évidence. Donc, à travers son discours, oui, il dresse le, il dresse la France ouvrière des années 60-70. Et le 16 juillet 1974, c'est une journée qui va changer le cours des choses, l'ordre établi pour le père et pour le fils, pour la famille. Et d'ailleurs, ça va pas seulement changer l'histoire, ça va aussi changer au fil du livre la perception qu'on peut en avoir. Le livre commence par le monologue du père à son fils, et sans qu'on s'en rende compte, on termine par les pensées de ce jeune fils qui est devenu adulte. Et oui, la perception, en tout cas moi, la perception que j'avais initialement de ce livre a changé au fil de la lecture, et je ne veux pas en dire plus parce que c'est à vivre en lisant. Je voulais dire que j'ai perçu ce livre comme un hymne à la vie, mais également comme une réflexion sur la transmission père-fils. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé, et le style étant bon, ça a été un plaisir de le lire. Je vous remercie de m'avoir suivi.
pour cette chronique et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corylus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui a beaucoup fait parler d'elle, entre autres parce qu'elle a été adaptée au cinéma. Il s'agit de la trilogie Divergente ainsi que le petit quatrième Divergente raconté par 4. Ces livres ont été écrits par l'américaine Veronica Roth et traduits en français par Anne Delcourt aux éditions Nathan. Le premier livre avait été publié en 2011. Bon, celui-ci, avec cette nouvelle couverture, est paru en 2014. Voilà, donc j'ai lu toute cette trilogie, plus le petit quatrième, cet été en une semaine. C'était l'été, les vacances, j'avais le temps. Et ben, j'ai beaucoup apprécié. Bon, il faut savoir que ces livres pour ados peuvent être lus très bien par des adultes qui aiment ce genre de l'anticipation. Le style est simple, parfois un peu trop. Bon, bah, du coup, il se lit facilement. Le temps de narration est en présence, ce qui fait qu'on plonge très facilement dans l'action. Je dois dire que j'ai adoré le monde imaginé par Véronica Roth. Je trouve fabuleux ce système des factions et elle nous le brosse très bien. Donc il y a les altruistes qui ne vivent que pour aider les autres, les érudits dont le savoir est la priorité, les fraternels pour lesquels la communauté est primordiale, les audacieux pour qui prime le courage, et enfin les sincères qui ne disent que la vérité, même si toute vérité n'est pas bonne à dire, ils le disent. Ce nouveau monde donne une grande valeur au tome 1, puisqu'on le découvre et on fait la connaissance de Triss. Et c'est d'après son regard que nous allons suivre l'histoire. À 16 ans, les enfants élevés dans la faction de leurs parents vont devoir choisir dans quelle faction ils veulent vivre le restant de leur vie. Pour les aider dans leur choix, il y a un test d'aptitude. Et lors de ce test, Triss va faire une découverte qu'elle n'est pas comme tous les autres, elle est divergente. Donc, voilà. Dans le tome 2, on poursuit sur la lancée du tome 1. Je l'ai beaucoup moins apprécié, parce que bon, la guerre adressée entre elles, les factions, et, et Triss est rongée par le chagrin et la culpabilité, parce qu'elle a entre autres perdu ses parents, des amis, et sa culpabilité, j'ai trouvé qu'elle était trop appuyée de manière trop grossière à mon goût dans le livre et j'en avais marre à la fin de lire oh, je m'en veux, je m'en veux. Il y a un autre point aussi qui m'a fait un peu moins apprécier ce livre, c'est la romance. Parce que Triss vit une histoire d'amour avec son formateur 4 et ça, ça me saoule un peu. Entre autres, bon, pourtant 4, surtout décrit dans le 1, c'était un beau ténébreux, mystérieux, c'est très attirant, mais leur romance, là, elle me saoule de savoir qu'elle attrape le passant de sa ceinture. Euh, Il y a aussi son jeu de oh là là, je fais quelque chose qui ne va pas lui plaire, mais je le fais quand même et il risque de plus m'aimer. J'ai trouvé ça trop insistant et bon, c'était pas ce qui m'intéressait dans le livre. Le tome 3, par contre, m'a de nouveau plus plu, puisque
Triss et ses amis vont faire une découverte qui va nous donner un nouveau regard sur le livre et sur le monde dans lequel ils vivent. Et j'ai trouvé que mais c'était bien joué de la part de l'auteur. Un autre point qui change dans ce livre, c'est que les deux premiers sont vus par Triss et là ils sont par Triss et là ils sont vus par Triss et 4. Donc ça change un petit peu la vision de l'histoire. Et enfin, le dernier livre, donc tout petit puisqu'il fait la moitié des autres, il regroupe plusieurs histoires vécues par 4 avant qu'il rencontre Triss. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi de savoir que l'auteur avait initialement pensé écrire la trilogie du point de vue de 4 et elle n'y arrivait pas. Et après plusieurs débuts qu'elle ne sentait pas, ben, elle a décidé d'écrire du point de vue Triss. Donc je pense que ces petits textes doivent venir de là et j'ai apprécié parce que ça replonge. Donc, pour mon cas, ça a continué ma plongée dans le monde de Divergente et donc bon, bah, c'est- c'est agréable à lire. En tout cas, c'est une série qui se lit très facilement pour ceux qui aiment l'anticipation, puisque oui, je ne l'ai pas dit, c'est dans un monde post-apocalyptique. Euh, Alors, peut-être pas les lire en une semaine comme je l'ai fait, parce que bon, à la fin, c'est bon, j'avais eu ma dose de Divergente. Je pense à présent, je vais regarder le film. Je n'avais pas voulu, tiens, les films, je n'avais pas voulu les regarder avant. Je préférais lire les livres en premier. Donc, je vais pouvoir le faire. J'espère que cette chronique vous aura donné un éclairage sur cette série et je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.